Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, on débriefe l'US Open, la victoire de Brooks Koepka, la polémique Phil Mickelson et la 25e place de Mathieu Pavon. C'est tout de suite dans ce 23e numéro du podcast. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thious, Martin Coulon et Benjamin Cadieux du Journal du golf. Salut messieurs. Salut Jean-Philippe. Salut JPto, salut Bonjour Jean-Philippe. Allez, avant de commencer cette émission, messieurs, je vous propose de rendre un petit hommage à Peter Thomson qui nous a quittés ce mercredi à l'âge de 88 ans. Alors, on rappelle, l'Australien avait remporté 5 British Open, dont 3 de suite entre 1955 et 1957. Et il comptait pas moins de 23 victoires sur le Tour européen. Messieurs, une réaction, c'est encore un grand monsieur du golf qui nous quitte. Arnaud, vous l'avez connu ? Non, on ne l'a pas connu, mais ouais, c'est sur le palmarès, c'est sûr qu'au British Open, 3 de suite. Voilà, on n'a pas connu ça dans l'ère moderne, donc voilà, c'est un grand nom du golf qui s'en va. C'était le maître des links, une référence pour beaucoup de joueurs sur comment aborder ce type de parcours proche de bord de mer, typique des British, et c'est aussi le premier client de Steve Williams, le caddie de Tiger Woods, qui a démarré sa carrière. Je crois qu'il avait 12-13 ans. 15 ans, je crois. Ouais. À peine. Il lui avait donné $150 à l'époque, et c'était la première fois que Steve Williams cadaillait, et on connaît sa carrière ensuite. Greg Norman, puis Tiger Woods, puis Adam Scott. Martin ? Ouais, puis c'est surtout une énorme référence pour le golf australien. C'est une grosse source d'inspiration pour tous les joueurs qui ont suivi. On va pas tous les citer parce qu'il y en a tellement que maintenant ça devient une longue liste. Mais voilà, les Jason Day, les Adam Scott, même Greg Norman se sont inspirés de ce bonhomme-là. Donc ouais, bien sûr, c'est une sacrée perte. Greg Chalmers aussi. Greg Chalmers, ouais. Allez messieurs, je vous propose tout de suite de filer aux États-Unis. On va débriefer ce 118e US Open qui a donc couronné Brooks Koepka avec un score de +1. Il remporte pour la deuxième fois le majeur américain après une belle bataille. Pour la deuxième fois consécutive. Exactement, surtout. pour la deuxième fois consécutive. Est-ce que vous avez vibré, messieurs, pendant cette US Open ? On va peut-être laisser la parole à Martin. Martin qui était sur place. Comment c'était cette US Open Moi j'y étais, donc forcément j'ai vibré. C'était plus une question pour ceux qui n'y étaient pas, mais oui, bien sûr. Évidemment qu'on vibre sur un US Open, surtout après un samedi de carnage total comme l'USGA a su en concocter un, et après un dimanche un peu, ouais, et puis mine de rien assez incertain, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus intéressant à ce niveau au niveau spectacle au sens propre du terme. C'est sûr que voir un Koepka remporter un deuxième US Open comme ça, et surtout avec la manière et surtout avec la solidité dont il a fait preuve. Parce que l'année dernière, il remportait en -16, là cette année c'est en +1, donc c'est totalement différent au final. C'était vraiment génial. On a eu très peur les 2 premiers jours quand on a vu Dustin Johnson largement sous le par. Heureusement, il a la bonne idée de faire 77 +7 le samedi, et puis là l'US Open était lancé. On a vu un week-end fabuleux. C'est sûr qu'il y a des polémiques sur le samedi, c'était probablement trop dur et trop injuste, mais n'empêche que moi je me régale à voir les meilleurs joueurs du monde batailler pour faire des parts. Moi je trouve ça fabuleux. Justement Arnaud, vous dites génial, vous aimez voir des joueurs comme ça de ce calibre faire des double bogeys, des triples. Oui, il y a cette polémique, moi voir des mecs double bogeys sur Twitter, ça comme le dimanche dans mon club, mais ça n'a rien à voir avec les double bogeys qu'on peut faire nous pauvres amateurs. C'est des double bogeys où les mecs ils jouent quand même bien, il faut faire des bons coups. Et voilà, c'est pas un peu maso au final de regarder ça. Si, c'est peut-être. En tout cas, c'est maso pour eux, ça c'est sûr, mais pour nous, mais quel bonheur. Il peut tout se passer à chaque trou, un birdie comme un bogey, comme un double. C'est à chaque coup. C'est même pas à chaque trou, c'est à chaque coup. Moi, j'adore. Benjamin. Ouais, ça renforce mon amour pour l'US Open qui avait un petit peu baissé avec Erin Hills et le -16 l'an dernier. Mais voilà, c'est un peu ce que disait Arnaud. En tout cas, c'est une vraie leçon de vie pour nous amateurs, puisque pour une fois dans l'année, on se retrouve avec les pros qui se retrouvent un petit peu à galérer comme nous, à faire des 4 putts. Et c'est vraiment une leçon d'humilité, puis comment les joueurs arrivent à rester dans la partie comme ça, notamment après un samedi. Évidemment, on va parler plus tard de l'exemple Phil Mickelson qui a dégoupillé, mais par contre, pour les 155 autres joueurs, c'est du self-control qui vraiment... C'est une vraie leçon, pour nous. Qu'est-ce que vous préférez voir ? Vous préférez voir des parties comme samedi où les joueurs font des double bogeys, des bogeys ou bataille pour le par, ou alors une journée comme dimanche où on voit un Fleetwood qui sort un 63 finalement c'est quoi que vous préférez voir ? C'est le juste milieu entre les deux. C'était un peu trop facile dimanche. Oui, mais c'était un peu trop dur le samedi. Le samedi c'était surtout trop injuste. Trop dur, c'est pas très grave, mais il faut pas que ce soit injuste. Il faut que les bons coups soient récompensés et les mauvais pénalisés. Et samedi c'était un peu ils ont perdu un peu le contrôle du parcours. Martin ? Ouais, et moi pour revenir
au vainqueur et justement à ce côté. Brooks Koepka. Brooks Koepka, moins 16 l'an dernier et plus 1 cette année. Et bah, le gars, il a répondu présent à 2 tests différents du US Open, on va dire. L'an dernier, c'était un test un peu spécial dans le sens où c'était presque un peu trop facile. Et là, mine de rien, cette année, il a prouvé que bah, peu importe le test, en fait, il est toujours présent, le bonhomme. Et la façon dont il a géré toute sa semaine, parce que mine de rien. Surtout que le premier tour, il fait 75. 75 le premier tour, il s'accroche aux branches un peu comme tout le monde. Il est plus 2 après 4 trous le vendredi. Il est à un coup du cut, donc c'est pas encore la fête. Et derrière, il enchaîne 5 birdies de suite, je crois, sur ses 14 derniers trous. Et il remonte grave au classement. Et on le retrouve en tête, ou pas loin de la tête, le samedi soir. Et il finit le tournoi en beauté. Enfin, il prend le tournoi en main dimanche et il le garde, quoi. Est-ce que Fleetwood tapait à la porte sérieusement avec son 63 plus que sérieusement, parce que ça, c'est un score. On se rend pas compte de la qualité du golf qu'a produit Tommy Fleetwood le dimanche, parce que autant le parcours était injuste et totalement débile le samedi, surtout en fin d'après-midi, autant là, ça restait un vrai test de golf dimanche. C'était le test, on va dire, assez fair, même si les positions de drapeau étaient un peu plus faciles, un peu plus accessibles. Mais si vous l'avez dit, c'était plus fair que le samedi au final. Le évidemment, dimanche. Le samedi, c'était un carnage absolu. C'était je veux dire un gros mot, mais c'était une énorme connerie de l'USGA de préparer ce terrain comme ça et de pas anticiper une météo avec du vent. Ah tiens, on se retrouve avec du vent alors que ça fait 3 jours que c'est comme ça fait 4 jours même depuis le début de la semaine et qu'on est à côté de l'océan Atlantique et que bizarrement le vent peut souffler sur la côte. Enfin, c'était un peu débile. Moi j'ai trouvé ça vraiment nul, la façon dont ça avait été géré, et encore plus nul la façon dont ça a été géré après coup, avec cette espèce d'excuse qui n'était même pas une de la part de Mike Davis, à dire ah pardon, on n'avait pas anticipé le vent, désolé. Alors qu'en début de semaine ils avaient assuré à la terre entière. Ils ont perdu le contrôle, tout simplement. Et oui, et c'est ce qu'ils disaient en début de semaine. On a le contrôle, on a toutes les technologies, la météo, on est nickel, pas de problème les gars. Et on avait envie de les croire, mais sauf que ça. Est-ce qu'on a revu un peu le Shane O'Cock de 2004 où c'était pire? C'était pire en 2004? Ouais, parce qu'ils avaient arrêté le jeu à l'époque. 2004, il y a carrément un arrêt de jeu pour que on arrête les parties. Il n'y a pas eu besoin d'arroser les greens. Il n'y a pas eu besoin d'arroser les greens. En pleine partie. Il y aurait presque eu besoin le samedi après-midi, mais là c'était dès les premiers groupes. Les greens étaient quand même moins rapides. C'est que les greens en 2004 étaient injouables, étaient totalement c'était plus possible d'arrêter la balle et donc après je trouve qu'on est quand même très dur avec l'USGA qui propose le plus dur des tests golfiques, c'est leur credo, c'est comme ça que l'US Open se joue et c'est marcher sur une corde raide et vous basculez vite de temps en temps dans le vide. Voilà, ça arrive, c'est compliqué, le vent a soufflé 15-20 miles de plus que prévu. Et ça, pour moi, c'est ça qui a provoqué le carnage le samedi. On a une année où on a des scores à moins 16, une année où on a des scores à plus 1. Non, mais moins 16 c'était anormal. Moins 16 c'était anormal. La normalité, c'est. Il y a un accident tous les 5 ans, voilà. Mais quand on propose un test de ce niveau-là, de temps en temps, ça bascule du mauvais côté. On parle d'herbe, de vent et de sable, d'éléments naturels. Donc c'est compliqué d'avoir chaque année un test tout le temps très fair. Ouais, surtout quand on voit le leaderboard, il n'y a pas d'erreur au leaderboard. Le seul petit problème quelque part, c'est le 2,66 du samedi où il y a deux personnes qui sont revenues de nulle part et qui étaient en dernière partie dimanche. Ils ont joué le matin. Eux Daniel quelque part, et Tony Finau. Voilà, eux ils n'avaient rien à faire là quasiment le dimanche. C'est ça le plus gros problème. Tous les autres, ils ont été dans le coup et ils se sont battus à peu près à armes égales et donc le vainqueur de l'US Open est un beau vainqueur. Il y a Dustin Johnson pas loin, il y a Tommy Fleetwood, il y a eu Rose, il y a eu Stenson, beaucoup de cadors qui se sont cassés les dents, Woods. Oui, non, mais il y en a toujours des cadors. Oui, non, mais il y en a aussi au Masters des cadors qui se cassent les dents. De toute façon, on peut pas avoir tous les meilleurs devant. Sur chaque tournoi. Mais bon, c'est sûr. Benjamin, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, mais j'ai oublié. Non, tout ça pour dire que Shinnecock, il a été rallongé, je crois, de 300 et quelques mètres depuis l'édition 2004. Et des arbres ont été coupés apparemment. Oui, voilà, mais il y a beaucoup de joueurs ont dit en début de semaine que Shinnecock, si vous le préparez pas à fond, il se fait déchiré par les joueurs. La preuve, même encore préparé pour le dimanche, Fleetwood a réussi en 63. Donc si c'est pour se retrouver avec un US Open à moins 20, je comprends que l'USGA il soit allé fort et qu'ils ont basculé du mauvais côté le samedi 1 jour sur 4. Voilà, c'était pas fair, mais pas être trop dur avec l'USGA qui propose un challenge très compliqué, et c'est un challenge très compliqué pour eux, l'USGA et les greenkeepers, de proposer ça, quoi. Alors lui en tout cas il a passé le cut, c'est Phil Mickelson, le Californien s'est retrouvé même au cœur d'une grosse polémique le samedi justement, rappel des faits, après un peu de loupé pour bogey au 13, Phil court à sa balle pour jouer justement sa balle alors qu'elle était encore en mouvement, du coup 2 points de pénalité et une grosse polémique. Messieurs, vous avez tous suivi ça évidemment, c'est scandaleux, on a un peu tout entendu. Comment ça s'est passé? C'est malheureux. Sur place, c'était comment? C'était quoi l'ambiance? L'ambiance, c'est qu'est-ce qu'il fait quoi? Il n'y a que Phil Mickelson qui peut faire ça, non?
Mais oui, en plus c'est son anniversaire. Le Je gars, sais il pas joue- s'il y a que lui qui peut le faire, mais il y a qu'à lui qu'on peut le pardonner. Hein. Je pense que n'importe qui d'autre, il se serait Mais fait c'est ça, le clouer vrai, au pilori. Hein. le vrai souci est là, et c'était sur cette même journée de samedi où, encore une fois, on va dire que je tape sur le SJ, mais là, franchement, c'était vraiment abusé. Tant sur la préparation du parcours et cette fameuse ligne dont tu parlais, Ben, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais là, ils étaient vraiment passés du côté obscur de la ligne. Ils sont tombés très bas. Ils sont tombés très très bas, et encore plus bas avec la gestion de ce souci Mickelson. Enfin, je veux dire, ce bonhomme-là, il doit être disqualifié à ce moment-là. Mais Y a pas Mickelson, d'autre- il fait ça pourquoi en plus, il l'a dit après, Mais- c'était mais- prémédité. C'est pour. Non, pour, c'est pas prémédité. Il le bah, fait il sur est- le moment. non, Sur oui, le moment, il se rend compte que Oui, mais s'il il- veut pas se retrouver en bas, il faut qu'il Ouais, mais finisse. il le dit voilà, je Non, sais mais que il je vais joue avoir 2 pas points son de pote. pénalité. Il joue pas son pote en disant Évidemment je vais que non, courir mais derrière. il dit quand même je préfère avoir 2 points de pénalité plutôt que me Ouais, retrouver non, derrière non, le mais leader. ouais, ok, d'accord. Ce n'est pas de la préméditation. Martin. Évidemment que c'est de la préméditation, parce que derrière, en conf de presse, il dit j'étais au courant de la J'étais règle au courant. que j'étais Non, en mais c'est train de sur le baiser. moment qu'il le fait. Martin, il se dit pas je vais dépasser et aller taper derrière. Mais c'est quand même C'est- hallucinant. On ne joue pas une balle en mouvement. Non, à mais ce ça, on est niveau-là, bien d'accord, quand- on est bien d'accord. D'autant plus quand on est Phil Mickelson, vainqueur de X majeur, et que c'est son anniversaire, que tout va bien, que les caméras sont braquées sur lui. Et c'est pas possible de Mais alors faire un c'est truc pourquoi? C'est pareil. pour protester? C'est pour une façon de faire dire voilà, j'en ai marre, les greens sont mais trop c'est- rapides, ils ont c'est- fait n'importe c'est- quoi, c'est- donc c'est- je fais n'importe quoi? C'est un pétage de plomb sur une journée qui vise à ça quelque part. Et la préparation du parcours visait à ce genre de pétage de plomb. Mais que ça lui arrive à lui et qu'il ne soit pas disqualifié, parce que c'est quand même un comportement. T'imagines faire ça au 15 d'Augusta, t'as ton chip qui est un peu long. Oui, il va dans l'eau, tic tic tic, je vais courir, ping, et je vais là-haut, Ouais, quoi, faut histoire courir qu'elle aille très pas dans vite, l'eau. là. quoi. Là, c'était un putt, donc Il a c'est couru. physiquement possible. Ouais, mais bon, enfin, tu te vois faire ça, même en Grand Prix, même je sais pas où. Mais on est où là? Ah, bah, je C'est- crois que Du coup, je c'est crois pas du qu'il y en a un golf. il y en a un autour de la table qui l'a fait, mais on donnera pas le nom. non, c'est pas la peine. On donnera pas le nom. Et du coup, Et je trouve- on a pas mal comparé ce coup au coup de Tiger Woods justement Rien à au voir. Masters Non, bah, en 2013. Enfin, la seule chose, c'est qu'il Ah, aurait voir. dû se disqualifier comme Woods aurait dû. Enfin, beaucoup ont dit qu'il aurait dû se disqualifier comme Woods aurait dû se disqualifier. Si l'USGA n'a pas eu le courage de le faire, Phil C'est- Mickelson mais de c'est lui-même là- aurait dû c'est le là- faire. C'est là où est le souci, c'est que apparemment Mickelson a appelé ou aurait appelé Mike Davis vu la tempête qu'il s'est pris, parce qu'il s'est pris, je sais pas, il y avait 40 reporters, en particulier de la presse britannique, où ils sont vraiment pas allés de main morte avec lui. J'ai même le souvenir d'un journaliste anglais qui s'appelle John Hopkins qui l'a traité de trou du cul. Voilà, franchement, c'est une attitude de trou du cul, donc c'est quand même pas rien de dire ça au sujet d'un joueur comme ça. Et il a appelé donc Mike Davis pour lui demander s'il devait ou non pas se faire disqualifier, mais abandonner, parce que bon voilà, au bout d'un moment, il est quand même pas débile. Mais alors pourquoi il l'a pas fait lui-même? Pourquoi il l'a pas fait lui-même? Bah oui, mais sauf qu'au bout d'un moment, quand t'as l'USG qui te dit mais non, t'inquiète pas Michel, t'inquiète pas Phil, pardon, tu te prends 2 points de pénalité, tout va bien, et puis on passe au suivant, bah tu le fais quoi. Mais enfin, c'est quel exemple? C'est la tu première donnes fois dans Ouais, l'histoire et qu'on voit en même ça. temps, est-ce que c'est pas prémédité? Alors, ce coup-ci, de la part de l'USGA, en se disant, bah au moins il y a Mickelson, comme ça on parle pas trop du parcours. Peut-être qu'il y a ça aussi. Ils se sont dit, bah ça fait une polémique sur la polémique, donc Ouais, bah, bon. ça fait double polémique bah, sur oui, la même oui, journée. bah, C'était vraiment pas malin de la part de l'USG x2 en plus quoi. Et surtout qu'en plus, je crois qu'il fait le par le lendemain. Ah ouais, alors ça c'est le clou du spectacle. Ouais, peu, mais c'est ça on s'en moque, qu'il fasse Mais non, par mais c'est Boguel encore le pire. lendemain. Mais non, mais c'est la réaction. l'attitude. enfin, je veux dire. Oui, qu'il lève les bras, voilà, Cette mais espèce qu'il fasse son d'attitude, score, on s'en moque. c'est ça, si c'est pareil, c'est un énorme pied de nez, c'est quand même hallucinant qu'un joueur de ce calibre-là, quand tu sais que tu as été un peu limite sur les règles et que tu dis en plus que tu as prémédité ton action, tu vas mollo le lendemain quand tu fais ton par, tu fais t'es content, merci, à bientôt, mais là, les bras en l'air, voilà, mais c'est un pied de nez intégral, même à l'éthique même du jeu. Enfin, franchement, moi, Mickelson, zéro sur ce coup-là, mais vraiment double zéro quoi. Benjamin. La femme de Phil Mickelson, puisque Phil Mickelson s'est pas exprimé bah non, dimanche, évidemment, elle l'a tu vas pas fait. s'exprimer, ouais, tu vas Elle l'a fait pour lui, elle a dit c'est un homme, on fait tous des erreurs, Ouais, vous ouais, les bah journalistes aussi, oui, les joueurs aussi. C'est vrai qu'en plus de 25 ans de carrière, un pétage de plomb, même si c'était plus ou moins prémédité, est-ce que ça vaut le coup de en fait, le fouetter autant? Ce qui est un peu embêtant, c'est que moi j'ai vu un petit peu l'ambiance de cette partie. Il jouait avec Andrew Johnston, Biff là. C'est les deux seuls à avoir fait plus de 80. Et Ouais, l'anglais Biff, ouais. qui La avait même terminé partie. même dernier, je crois. Et il Enfin, finit quelque dernier, chose, bon, ouais. on s'en fout, mais à ce moment-là de la partie, moi je les croise au 9 parce que je suivais Mathieu Pavon et c'était une espèce d'ambiance de kermesse quoi. C'était ouais, on rigolait, Ça machin, chambrait, c'était ça. tranquille. En gros, ils en avaient rien à kicker, ils savaient bien qu'ils allaient prendre le million, donc c'était Rien à faire, vous vraiment voulez dire. rien à faire, ouais, rien à kicker aussi. Mais et ils en ont kické 2-3 en trop, ouais. Mais en gros, il y avait une espèce d'ambiance un peu de kermesse, un peu n'importe quoi. Mais un peu- Johnston, il a dû halluciner de voir ça. Mais Johnston, il a jamais vu ça. Il disait mais c'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu. Il a même éclaté de rire sur le moment. Enfin, c'était Il l'a dit c'était lunaire. débile quoi. Enfin, Il a dit que c'était lunaire. c'est pas possible de voir un truc comme ça, surtout sur un US Open, surtout avec un joueur de ce calibre-là. Enfin, je veux dire, c'est aberrant de voir ça. C'est aberrant. Je trouve qu'on est dur quand même. Au final, il y en a eu un petit peu trop autour de cette histoire. Même si évidemment Arnaud va pas être du tout d'accord. Le score de Phil doit pas rentrer en compte, qu'il soit premier ou dernier. On doit pas faire ça, mais
Non mais, il avait qu'à abandonner ou. Oui, mais est-ce que si ça aurait pu parler, c'est tout. Admettons que c'est soit Johnston qui fasse ça, il se fait disqualifier. Vous pensez ou pas? Ça, on saura jamais. On va pas faire un procès d'intention. Voilà, on va pas faire un procès d'intention, on sait pas quoi. Mais bon, c'est sûr qu'en tout cas, ça l'a probablement. Et au final, on parle plus de Phil que de Brooks. Voilà. Et ça, c'est un vrai ça, c'est problème. dommage. Ça, c'est dommage. Allez, justement, quand on regarde le classement, on va en parler de Brooks Koepka. C'est un peu un retour en grâce pour Brooks Koepka qui était blessé, on se souvient, l'année dernière, et qui est revenu, qui a fait une deuxième place, ou qui était dans la gagne sur le PGA Tour quand il est revenu. Là, il gagne l'US Open, on le voyait pas gagner. Non, il n'y a pas grand monde qui avait parié, parié sur lui avant le tournoi. Et c'est ça qui est dingue. Et même lui, même son entourage le soulignait le dimanche. C'était de dire même, c'est vrai qu'à posteriori on s'en rend compte, il était même pas cité par Golf Channel, qui est l'institution absolue au niveau télé là-bas, dans les favoris de l'épreuve, quoi. Le tenant du titre de l'US Open sur un parcours qui avait vraiment de faux airs d'Erin Hills sur plein d'aspects, sur le côté ouvert, etc. On en a parlé la semaine dernière, n'était même pas cité dans le clan des favoris. Et ça a toujours été un peu le cas de Brooks Koepka. C'est quand même quelqu'un qui faisait un peu son truc dans son coin. C'est pas c'est pas un mec dans le show-off. C'est pas Dustin Johnson. C'est pas. C'est beaucoup plus discret, quoi, et c'est terriblement efficace, quoi. Moi, c'est quelqu'un que j'adore depuis qu'il est arrivé sur le Tour européen et depuis qu'il est reparti sur le Challenge Tour même. Sur le Challenge Tour, t'as raison, Arnaud. Mais c'est un super joueur de golf. C'est le prototype absolu du golfeur 3.0 à la Dustin Johnson. Gagner 2 fois de suite l'US Open, c'est pas rien. Il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Je crois que c'est le 6e à le faire. 7e, ouais. C'était pas arrivé depuis très très longtemps. Depuis Curtis Strange et 89, exactement, 1988. Donc même Woods n'a pas réussi. Donc ça prouve sa valeur, Benjamin. Ouais, il y a un mot que m'inspire Koepka, c'est costaud, déjà au sens propre, parce que je crois que c'est 1m90 et pas loin de 100 kg. Non, 1m82. 1m82, 84 kg, mais c'est vrai qu'il est dense. Ouais. Mais il est grand comme moi, mais il est un peu plus costaud. C'est ce qu'il a fait sur les 10 derniers trous le dimanche, parce que ça commençait un peu à partir dans tous les sens, niveau mise en jeu, à aller dans le foin, et à chaque fois, il avait le petit chip et le joli putt pour petit chip, il a fait des approches putts de 100 mètres ou quand il est revenu depuis le foin, depuis sous le green, depuis au-dessus du green. Il a sauvé les parts de dingue, quoi. Il a sauvé beaucoup de peurs, donc c'est pas qu'un déménageur qui tape fort, c'est pas que King Kong comme on le surnomme. Il a été costaud mentalement, physiquement et petit jeu, quoi. Même c'est vrai qu'il partageait quand même la partie de Dustin Johnson, ce qui est pas rien, qui est numéro 1 mondial, qui était largement en tête les 2 premiers tours. Ils se connaissent bien en plus les deux. Il a quand même quelque part bouffé Johnson. Et c'est pas rien. Le Johnson qu'on annonce, on a même cru encore vendredi que ça allait être la nouvelle chose, le nouveau Woods, qui n'y arrive toujours pas. Il a les yeux dans les yeux. Il a quand même battu Dustin Johnson et même plutôt à plat de couture, même si la femme de Johnson n'en était pas persuadée à l'arrivée du 18, mais ça c'est autre chose. Donc chapeau Brooks Koepka, parce que vraiment il fallait le faire. Battre Dustin Johnson en tête à tête un dernier jour du US Open, c'est encore plus beau, encore plus fort. Allez, quand on regarde le classement de cette US Open, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'Américains dans le top 15 et seulement 6 Européens. Vous allez me dire, Arnaud, que c'est pas mal. Mais oui, c'est pas mal. C'est leur tournoi. Top 15, quoi. Donc non, mais c'est les Européens, effectivement. Les Américains, on les a beaucoup vus. Mais il y avait quand même quelques Européens qui sont là et qui donneront du fil à retordre aux Américains en Ryder Cup. Benjamin ? Non, mais c'est leur tournoi, ça s'appelle l'US Open, c'est quand même ultra spécifique et c'est quand même beaucoup demandé aux Européens de performer dans ce tournoi-là. C'est conçu pour eux, quoi. Si vous grandissez pas sur ce type de gazon, ce type de setup, c'est quand même très compliqué de débarquer et de ne serait-ce que passer le cut. Et on en parlera plus tard de Mathieu Pavon, cette belle 25e place. C'est pas évident. Il y a très peu de rookies européens qui performent. À la différence d'un Masters, où on peut voir un Torbjörn Olsen débarquer et faire 6e. Je crois que c'est très très rare de voir un rookie européen performer à l'US Open. Ça demande pas mal d'expérience. Donc vraiment, c'est pas surprenant. On va pas se spammer de voir autant d'Américains au top 15. Martin ? Ouais, oui, en même temps, d'accord avec toi Ben, en même temps, oui et non, parce qu'il y avait quand même pas mal de conditions qui favorisaient les jeux à l'européenne. Un peu Linksy. Un peu Linksy, ouais, comme on dit, un peu le jeu de Links, un peu avec cette espèce de créativité autour des greens, parce que c'était pas un US Open au sens rough à 10 cm des greens, c'était beaucoup plus ouvert au niveau du petit jeu et c'était beaucoup plus ouvert en entrée de green aussi. Donc il y avait vraiment il y avait de la place pour des joueurs comme Henrik Stenson, Justin Rose, Tommy Fleetwood, évidemment il l'a prouvé le dernier jour, mais il y avait de la place pour ces Européens-là et c'est un peu décevant quand même. C'est un peu un petit goût d'inachevé sur ce US Open parce qu'il y avait vraiment la place pour clairement une
une autre victoire européenne. À Ça l'US se Open. joue Ça se joue à pas grand-chose, c'est sûr. Il y a le petit putt de, enfin le petit putt, 1m50 de Fleetwood pour 62. Et Poulter qui était dans le coup aussi. Voilà, Poulter, longtemps. Fitzpatrick est pas trop loin, Stenson Rose, ça s'est mal goupillé le dimanche. Mm. Ouais, on n'était pas à la rue, faut pas. Non. Ah non, voilà. c'est décevant, dans ce sens-là, c'est décevant. Allez messieurs, on va maintenant parler des Français. Ils étaient 2 à l'US Open, Mathieu Pavon et Alexander Lévy. Ça s'est pas super bien passé pour Alex, il rate le cut, mais apparemment il était un peu malade, Alexander Martin. Oui, il Dis-en-nous un peu plus. Il était pas un peu, il était clairement complètement affaibli. Alors j'ai pas réussi vraiment à savoir ce qu'il avait, mais c'était entre la gastro et un espèce de virus qui le foutait par terre. Voilà, en gros, pour simplifier, j'ai discuté avec lui le vendredi soir, juste après son cut raté, et en gros pour illustrer son état de forme, il me disait voilà, au 16 il y a un drive qui doit carrier 240 mètres et j'ai failli ne pas le carrier, quoi. C'est-à-dire que un joueur qui tape comme lui aux alentours de 260, entre 250 et 260 au carry, n'arrivait pas à voler ce genre d'obstacle là. Donc, et puis en gros c'était clairement, il m'a dit en gros, si ça n'avait pas été l'US Open, j'aurais abandonné après 9 trous le jeudi. Voilà, c'était ça l'état de forme physique d'Alexander Lévy. Ça arrive évidemment au plus mauvais moment. Au pire moment pour Alex. Hein, au mauvais moment. Ouais. Pire, ce serait à l'USPGA si c'était sa dernière chance d'entrer dans l'équipe européenne de Ryder Cup. Mais il y en aura d'autres. Allez, en revanche, Mathieu Pavon, lui, s'est très bien débrouillé pour son premier US Open. Il termine 25e. Vous avez pu le suivre toute la semaine, Martin, et on va joindre tout de suite d'ailleurs son caddie, Arnaud Garrigue, qui a le bonheur, et on a le bonheur de le recevoir dans cette émission. Il va nous raconter son expérience avec Mathieu Pavon dans cette US Open. Salut Arnaud, alors racontez-nous un peu votre US Open. C'était une première aussi pour vous. Alors ça fait quoi un US Open en tant que caddie? Ça fait tout drôle. C'était le deuxième majeur avec Mathieu, mais mes premières US Open. C'est encore une autre dimension quand on arrive aux États-Unis avec tout l'engouement qu'il y a pour le sport là-bas et le sens du spectacle. Ça fait vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au British par exemple? British, il y a tout le côté historique qui va avec le British, mais quand on arrive à l'US Open, que d'entrée on voit une armée de Lexus et de SUV qui était mise à disposition pour les joueurs, qu'on nous donne ça pour la semaine. Quand on voit aussi les caddies comme on est traité sur une semaine comme ça, on a des physios à disposition, c'est un peu uniquement les physios, les masseurs, des prépas physiques. Pour vous les caddies? Petit détail, pour les caddies aussi, même un barbier aussi, donc on a été vraiment super chouchoutés toute la semaine. Alors c'est une semaine, comment vous l'avez vécu en termes du jeu? Mathieu fait une belle 25e place. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu cette semaine? On a pris la décision de venir assez tôt, ce qui était une bonne chose, parce que l'année dernière, quand on a fait le British, on s'est qualifié la semaine précédente avec le très bon résultat en Écosse. Donc tout s'est enchaîné très vite. C'était la 5e de semaine de jeu d'affilée. Là, on est arrivé le vendredi pour prendre le samedi récupérer tranquille, faire notre première recall dimanche. On a pu la faire en compagnie de Tommy Fleetwood. On n'était que tous les deux sur le parcours, enfin que Mathieu et Tommy à jouer. On a pu faire 18 trous sans qu'il y ait trop de monde, et ensuite le reste de la semaine refaire des parties de 9 trous, mais prendre le temps de se reposer aussi, de faire des gammes, de bosser physiquement histoire d'être prêt pour le jeudi, pas cramé, d'avoir aussi digéré le fait de jouer cette US Open et de se mettre dans l'ambiance. Arnaud a une question pour vous. Belle 25e place, mais avant ça, il a fallu passer le cut, et on a passé le cut de justesse. J'imagine que ça doit être compliqué d'être dans la limite du cut sur un US Open, sur un parcours aussi difficile que ça quand on est à plus 8. J'imagine que ça doit demander encore plus d'énergie, encore plus de concentration, et ça, on se fait encore plus de frayeur. Ouais, c'est un peu compliqué parce que sur des parcours comme ça, on sait que ça va très vite. Mathieu a vraiment très bien joué les 2 premiers jours, j'ai envie de dire en termes de scoring. Un petit jeu incroyable le premier tour. Le deuxième tour, ça commence sur les mêmes bases. On sait que le parcours est hyper délicat. On a fait pas mal de bonnes mises en jeu, toucher les fairways, mais sur les greens, c'est très, très délicat d'arrêter la balle, surtout dans les bonnes zones. Donc on essaie de rater dans les bonnes zones, si on peut parler comme ça. Et donc du coup c'était vraiment très très éprouvant parce que beaucoup de chip putt pour sauver des parts. C'est difficile certains trous d'accepter de jouer dos au trou pour aller limiter un bogey ou un double bogey. Ce qu'on voulait surtout c'était pas prendre de grosses claques dans la figure. Et début de retour, un mauvais enchaînement, on prend 3 points entre le 1 et le 4. Et là on commence à voir finalement la ligne du cut qui se rapproche un petit peu et la pression qui va avec et les tensions qui va avec arriver.
Alors justement, on dit que évidemment, je pense que Mathieu avait de la pression, mais vous encore plus ou non? C'était comment on se sent quand on est limite comme ça? Non. Alors c'est ce qu'on disait avec Mathieu, c'est assez drôle parce qu'arriver sur des tournois comme ça, maintenant, une fois qu'on est lancé un petit peu dans notre routine, ça devient un tournoi, j'allais dire, comme un autre, et à nous d'essayer de faire le job et de rester dans le processus le plus possible. Arriver sur des moments comme ça, c'est surtout, moi j'ai juste une petite phrase à Mathieu quand on a pris un petit coup derrière la tête, juste de lui dire, écoute, quand on s'est pointé à Waltonis pour la qualif, si on nous a dit qu'on était un ou deux coups dans le cut avec encore 5 trous à jouer, on y serait allé avec le couteau entre les dents et la tête haute. Donc au lieu d'avoir un peu ce coup derrière la tête et de le porter comme un fardeau, au contraire de relever la tête et d'y aller et de retourner à la bagarre. Martin, vous avez une question pour... C'est ce qu'il a bien su faire sur la fin. Ouais. Martin, une question pour vous, Arnaud. Ouais, évidemment, Arnaud. Salut, on en a beaucoup discuté ensemble la semaine dernière, mais ce qui était encore une fois frappant et ultra positif, c'était l'attitude de Mathieu rapport voilà, au test global que ça demandait. Comment tu l'as senti y répondre et en quoi c'était différent des semaines précédentes? Il y a un petit truc qui a changé par rapport à ça. Il y a eu un petit déclencheur. Je pense que c'était à Waltonis. On a souvent des moments avec Mathieu, Benoît et David où on va se réunir tous ensemble. Et puis Mathieu est hyper demandeur qu'on puisse apporter notre avis dès que ce soit à partir du moment où c'est constructif. Mais il est très demandeur parce que sur quoi il faut mettre l'accent, qu'est-ce que je peux améliorer. Et on avait pas mal parlé de l'attitude, qui était un peu trop défensive, un peu trop négative dernièrement, et on est allé à Waltonis avec une idée en tête, c'était de gagner la qualif. Jusqu'à la fin, on a joué dans cet état d'esprit et pas de regarder si on est dans le cut ou pas, mais vraiment de jouer pour la gagne. Et Mathieu a un super état d'esprit pendant toute la qualif et on a essayé d'emmener ça un petit peu à l'US. Et quand on voit les joueurs avec qui on a pu partager les recos, à quel point ils sont, j'allais dire, fondamentalement gentils, ouverts, ils vont pas être du tout avares de conseils ou de partager l'expérience, que ce soit les joueurs comme les caddies. Ça nous a vraiment montré vers quoi il fallait tendre. Et du coup, Mathieu a une attitude vraiment irréprochable et impressionnante toute la semaine. Benjamin? Ouais, Arnaud, on demande souvent aux joueurs quand ils découvrent les grands tournois, qu'est-ce qu'ils ont appris des autres grands joueurs. Et toi, si je dis pas de bêtises, c'est ton premier majeur aux USA. Est-ce que toi, tu as appris quelque chose de caddie US que tu as croisé cette semaine, peut-être de caddie de grands joueurs? Il y avait Bilas le dimanche. Est-ce que tu as partagé des choses avec des caddies? Qu'est-ce que tu as appris, toi? Ouais, justement, dimanche, c'était une super expérience et une super journée parce que Bilas est vraiment hyper ouvert dès le trou numéro 1. Il a bien discuté avec Mathieu, avec moi aussi. J'ai pu échanger pas mal avec son caddie qui a bossé pour son papa avant, donc c'est Tom. Tom, le nom du caddie de Bilas, ouais, qui a énormément d'expérience et de bouteilles. Donc c'est de regarder un petit peu sur le carnet de temps en temps, voir comment il va prendre ses notes. Ça peut très bien être aussi de voir dans les petits mots ou les petites consignes qu'il va avoir vis-à-vis de son joueur. Moi j'aime bien tout au long de l'année regarder un peu les joueurs avec qui on partageait les parties, les caddies, voir comment ils fonctionnent et puis prendre un petit peu à droite à gauche ce qui va me parler, ce qui va m'intéresser. Alors, est-ce que vous pensez que, autant que pour vous que pour Mathieu, il y aura il y a un avant et un après US Open, ça forcément? Je pense que pour tous les deux, et puis ça a été très clair, on se l'a dit sur le parcours ce week-end, même si c'était une super expérience de participer à ce tournoi, ça peut paraître simple de dire ça, mais la chose primordiale qu'on aura appris, sur laquelle on aura progressé, c'est sur le comportement à avoir sur le terrain. Je crois que Mathieu on a parlé aussi dans ses débriefs d'après parcours ou d'après tournoi. Quand on voit les Américains, leur capacité à toujours être complètement détachés du résultat immédiat, leur capacité aussi à être détendu, à discuter avec l'autre joueur, on sent vraiment que pour eux c'est avant tout un combat contre eux-mêmes et le parcours, et ensuite on va confronter le résultat avec les autres. Mais il n'y a pas, en tout cas les joueurs avec qui on a pu partager les parties, il n'y a pas d'animosité, et puis ils font un mauvais coup, ils passent tout de suite à autre chose, vont rester discuter et concentrer sur ce qui se passe devant eux et pas derrière. Donc cette semaine, pour vous, c'est un break, et Mathieu aussi. Donc le prochain tournoi, l'Open de France, c'est aussi une grosse échéance. Ouais, justement, c'est une grosse échéance aussi. C'était important, je pense, de faire un break parce que là, si on mettait les joueurs en Allemagne, ça aurait fait un enchaînement quasiment de 8 ou 9 tournois en autant de semaines. Donc c'était important, je pense, de venir récupérer un petit peu et puis justement bien préparer l'Open de France. Comme ça, on va y aller un petit peu plus tôt avec Mathieu, essayer de mettre en place la même type de routine d'entraînement et de préparation qu'on a
qu'on a pu avoir pour cette US Open. Oui, Arnaud, vous nous avez convaincu des joueurs du PGA Tour de venir à l'Open de France là, à Shinnecock. Vous avez vendu la France un peu. On a essayé, il n'y a pas eu besoin de trop forcer pour bien vendre le golf national. C'est vraiment un super parcours, un super test. Et par rapport à Shinnecock, c'est assez similaire comme type de golf. Il y a pas mal de ressemblances. Donc on a essayé de promouvoir un petit peu notre Open national. Allez, merci beaucoup Arnaud d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Et on vous retrouve justement avec Mathieu à l'Open de France. Avec grand plaisir. Alors il nous disait, Arnaud, l'attitude de Mathieu a changé pendant cette US Open. Un US Open, donc du coup il a pris goût à ces tournois aux États-Unis. Et Martin Coulon, justement, vous l'avez interrogé à ce sujet. Oui, Jean-Philippe Rodenburger. À ce sujet, à la fin de son US Open, il nous fait un petit bilan et de son envie d'aller aux USA. Les 2 premiers tours, je m'en suis très bien tiré le premier jour parce que j'ai fait 25 putts, un putting qui était le meilleur de l'année pour moi. Et un deuxième jour qui était bouffé par la pression et puis pas très bien dans le ballon. Donc voilà, si j'avais fait 4 jours comme dans le swing comme j'ai fini le tournoi, j'aurais fait pour moi une très bonne place. Mais bien sûr, après, il y a tellement de choses encore à travailler. Le petit jeu, moi quand je vois un Bilas à cette sortie de bunker qui me fait au 18, je suis pas encore sûr de l'avoir dans le sac à ce moment-là, quoi. Donc beaucoup de petits jeux et je pense que ça se jouera beaucoup dans la tête aussi. De toute façon, moi quand j'ai été plus jeune, au lieu de faire une fac ou quoi que ce soit, ou de rester en France, je suis parti aux États-Unis 6 mois. Et ça m'a changé, ça a changé le golfeur que j'étais parce que j'étais quand même pas dans les tops français. J'en suis revenu avec le couteau entre les dents. Et oui, moi j'ai qu'une envie, c'est de partir d'Europe et de venir, entre guillemets, conquérir l'Amérique. Alors conquérir l'Amérique, Mathieu Pavon, un jour sur le PGA Tour, en tout cas ça semble possible pour lui. Mais c'est ça qui est intéressant avec Mathieu, et c'est marrant parce que d'un seul coup ça me frappe, il y a le même genre d'attitude qu'avec Brooks Koepka, alors toute proportion gardée bien évidemment, mais c'est le même genre de profil et c'est pas anodin. Il est passé par le Challenge Tour, Mathieu Pavon aussi. Il y en a un paquet qui sont passés par le Challenge Tour, Jean-Philippe. Et Koepka vient de Floride. Et puis ils boivent de l'eau tous les deux, c'est quand même assez hallucinant. La Fidji apparemment. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est des profils de joueurs assez discrets, très très bosseurs. Enfin, on n'arrête pas de le répéter depuis sa saison l'année dernière où il a vraiment explosé au plus haut niveau européen, en tout cas Mathieu. Mais c'est un vrai gros bosseur et c'est un vrai gros bosseur à la salle et c'est pas anodin d'avoir croisé. Moi j'ai fait une vidéo que j'espère que vous avez tous vue avec David Baudrier. Avec David Baudrier, son prépa physique justement pendant l'US Open et comme par hasard on a croisé Brooks Koepka là-bas quoi. Et comme par hasard c'est le genre de profil qui est très très bosseur, ça bosse beaucoup le physique, ça s'inspire vraiment des meilleurs, ça écoute, c'est une vraie éponge, et puis il bosse dans le bon sens et puis il a des envies et il a pas peur de les afficher même si il y a encore du chemin, il en est très conscient mais il y a une progression que je trouve très intéressante et assez linéaire chez Mathieu et moi j'aime bien ce bonhomme. Avec Baudrier il va grimper au classement. Ça c'est sûr. Carrément ça va grimper mais à la poulie mon gars. Non mais on en parlait, 25e quand même pour un rookie. Il y avait eu Avray, mais Avray il avait déjà gagné le tournoi sur le Tour européen. Puis Avray avait terminé deuxième. Là vraiment chapeau à Mathieu Pavon. Encore une fois il passe un beau cap, ou en tout cas il fait un beau résultat là où on l'attendait pas trop. Chapeau, vraiment on a envie de voir la suite. Allez, la victoire de Brooks Koepka permet à l'Américain de prendre la tête du classement US de la Ryder Cup. On va faire un petit point Ryder. Alors pas de changement sinon côté américain, alors que côté européen c'est Tyrrell Hatton, 6ème de l'US, qui reprend la tête du classement des points européens, alors que Matthew Fitzpatrick, 39e mondial, lui finit 12e de cette US Open. Bonne nouvelle pour Lévis. Il se retrouve dans l'équipe au classement des points mondiaux. Alors vous en parlez, Benjamin, Alexander Lévy est le premier français au classement des points européens à la 15e place. Il chute de plus en plus, Alexander. Est-ce que le doux rêve de voir un Français en Ryder s'évanouit peu à peu ou Non, ça s'évanouit pas, mais en tout cas il diminue, ça c'est sûr. Un gros Open de France, là plus que jamais, encore plus. Mais on repousse. Il y avait des gros tournois, il en reste plus que 5. Maintenant il reste 3 Rolex Series, un British, un USPGA et il faut faire des bons résultats. Il en reste plus que 5 ou il en reste encore 5. Ça dépend comment on voit les choses. Moi j'ai envie d'être positif parce que voilà,
ce qui est rageant, c'est de Non, voir, mais c'est qu'il y en avait 7 il y a ouais, encore enfin, 8 il y a donc, encore un mois. Quoi, tu donc, tombes voilà. malade de fait, si Oui, tu non, peux mais- pas défendre tes chances, ça, on n'y peut pas grand-chose, et lui non plus, à part être un devin et savoir qu'il va être malade. Non, à la mais semaine Benjamin, de le l'Open. problème, Voilà. c'est que les joueurs qui n'étaient pas dans les grands noms, qui n'étaient pas encore au ranking, apparaissent tous bizarrement les uns après les autres. C'est Là, évident. Fitzpatrick, Molinari, qui est maintenant au show. On est tous autour de cette table conscients que c'est une tâche Ouais. qui est très très compliquée et qu'il y a beaucoup de monde qui toque à la porte. Donc voilà, mais moi j'ai encore envie d'y croire, Alex, parce qu'il fait bien les choses et parce qu'il Bah, tant qu'il y a des tournois, il y a de l'espoir. Hein. Voilà, comme on dit. exactement. Jusqu'au bout, on y croira. Enfin, en tout cas, moi j'y croirai. Allez, avant de terminer ce podcast, je vous propose d'accueillir Rémi Rivière, notre Rémi Rivière national. bonjour Rémi Taureau. Pour la traditionnelle fantasy. Alors on le rappelle, Quel vous accueil, êtes bonjour à plus tous. de 500 à jouer avec nous chaque semaine. Alors Rémi, vous aviez fait appel au conseil avisé de Benjamin Cadieux pour l'US Open. Est-ce que la pige a été concluante, Rémi? Ben pas vraiment, le seul joueur qui nous sauve un peu la mise c'est Tommy Fleetwood qui termine deuxième Ah, et c'est nous déjà offre, pas mal, hein, c'est un déjà peu pas plus mal. d'1 million de points, c'est déjà pas mal. Mais pour le reste, aucune perf de nos poulains, que ce soit McIlroy, DeChambeau, Couchard ou Grace, c'est raté. Donc on stagne dans le fameux ventre mou de la fantasy à la 227e place avec 12 millions d'euros. Et quant à notre ligue, elle est dirigée par un nouvel homme, Clément Gallois, enseignant au golf de Touraine, on le salue. Clément compte 18 millions de points et 1 million d'avance sur son dauphin. Alors c'est pas très concluant pour Pas nous, vraiment. Rémi. Alors vous voudriez faire appel à Arnaud Thius la prochaine fois, qui avait anticipé la perf de Jordan Spieth. Ouais, c'était pas très concluant non plus. Alors bon, ce week-end c'est le BMW International Open à Cologne. Quel est votre plan, Rémi? Alors avant de vous dévoiler notre équipe, Jean-Philippe, on va écouter celle de Clément Gallois, Ah bah oui. justement, notre nouveau leader. Alors j'ai mis Fleetwood en capitaine, j'ai mis Garcia, j'ai mis Keimer, Betry et Lorenzo. Voilà. Keimer, bon c'est plus un choix affectif, on va dire, quoi. C'est un joueur que j'aime bien. Après, bon il a bien joué en Italie, quoi. Mais c'est vrai qu'il a un peu de mal, mais je me dis qu'il va peut-être revenir. Et Mike, il est chaud, hein. Il est chaud, Mike. Il est capable de planter un gros tournoi. Enfin, moi quand je regarde toujours un peu les années précédentes. Et du coup, Garcia il a plutôt bien joué, Betry aussi, donc bon, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'équipe. Voilà, alors pour la team Journal du Golf, on a pris en capitaine Tommy Fleetwood qui reste sur un 63 presque record dimanche à l'US. Keimer, c'est osé quand même en On ce prend moment. le, évidemment, il est pas dans notre équipe, Garcia Jean-Philippe. aussi. Ouais. On prend le Danois Torbjörn Olesen, Benjamin que vous appréciez tant, 9ème de la race et titré en Italie au début du mois. On prend aussi l'anglais Andy Sullivan et l'ami basque d'Arnaud, Adriano Taegui, deux joueurs très réguliers depuis le début de la saison. Et puis on tente Sergio Garcia justement, pas du tout en forme en ce moment, mais il a terminé deuxième à Munich l'an passé, donc on va essayer. Ouais, il a gagné Et le puis- Masters aussi l'an Et passé. puis, et puis un petit Frenchie, Mike Lorenzo Vera, il en parlait tout à l'heure, notre leader, qui reste sur 3 top 20 sur ses 4 derniers tournois. Alors pourquoi pas une première victoire sur le tour. Ouais, merci beaucoup, Rémi. On va suivre tout ça. Vous avez une Non, petite peut-être qu'on devrait bosser avec David Baudrier pour remonter au classement. Ouais, merci beaucoup de cette petite réflexion, Benjamin. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Open de France. Salut! Salut! Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.